Bonjour à toutes et à tous. Lionel Vacher a effectué son travail de thèse au CRTG à Nancy, donc tu as une thèse de doctorat de l'Université de Lorraine, donc sous la direction de Yves Marochy et François Faure. Son manuscrit s'intitule Hydratation et évolution isotopique précoce des astéroïdes carbonés, approche expérimentale isotopique. Donc, ce manuscrit présente et illustre de façon remarquable les résultats de tes recherches qui avaient pour objectifs principaux de déchiffrer l'origine et l'évolution de l'eau accrétée par les astéroïdes primitifs et de retracer les conditions physico-chimiques de l'altération aqueuse grâce à des expériences hydrothermales en laboratoire. Merci pour la présentation. Comme vous l'avez dit, j'ai été lauréat du prix AU Lacroix en 2019 et dans cette présentation, je vais vous présenter une partie de mes résultats de thèse que j'ai acquis donc de 2015 à 2018. Alors, je vais commencer avec une introduction sur la formation du système solaire. Donc, je vais aller très vite. Je vais expliquer de façon très simple. Donc, pour faire simple, la formation du système solaire, on pense que notre système solaire s'est formé grâce à l'effondrement d'un nuage moléculaire qui était froid, qui contenait des cœurs denses. Et ces cœurs denses se sont effondrés sous leur propre poids par des phénomènes gravitationnels ou peut-être par des perturbations extérieures, comme par exemple l'explosion de supernova à proximité de ce nuage moléculaire. Et donc, cet effondrement gravitationnel va former en son centre des surdensités. Et ces surdensités vont former au centre, vont former un disque d'accrétion par la force centrifuge. Et ce disque d'accrétion va chauffer, va devenir de plus en plus dense et va former une étoile qu'on appelle une jeune étoile. Donc, en fait, les réactions thermonucléaires vont se déclencher. Et cette phase de formation de notre étoile s'appelle la phase Thétaurie. Donc, ce sont de jeunes étoiles. Et lorsque ces étoiles se forment, on va avoir des jets bipolaires de matière. Et ensuite, le disque va commencer à se refroidir. On va accréter de la matière, donc les solides, pour former les astéroïdes et ensuite les planètes. Et enfin, donc après plus de 10 millions d'années de formation du système solaire, le gaz va se dissiper parce qu'il va être consumé pour former notamment les planètes, les solides, et on va continuer la création des planètes. Et donc moi, durant ma thèse, je me suis particulièrement intéressé à cette époque, qui est donc les 10 premiers millions d'années de la formation du système solaire, lorsqu'on avait un disque d'accrétion, un disque de gaz et de poussière, et lorsque les premiers astéroïdes se sont formés. Et globalement, la vision qu'on a assez schématique des premiers millions d'années de la formation du système solaire, c'est que notre système solaire, donc là vous avez un schéma qui représente en fait ici le disque d'accrétion est vu en coupe. Et donc dans ce disque, on a une vue simple qui est en fait le disque proche du Soleil, il est chaud, et le disque loin du Soleil, il est froid. Et donc ces deux zones chaud et froid, il y a une ligne qu'on appelle la ligne des glaces, qui en fait c'est une ligne physique qui représente donc entre le Soleil et cette ligne, l'eau est sous forme de vapeur parce que la température est trop élevée pour condenser de la glace, et au-delà de cette ligne des glaces, l'eau est sous forme de glace. Et donc, on va accréter nos matériaux, nos planétésimaux dans ces deux différentes régions du système solaire. Et donc, les planétésimaux qui seront formés proches de l'étoile, donc les chondrites carbonées, ne contiendront pas de glace. Et ce sont essentiellement les chondrites qu'on appelle les chondrites non carbonées, donc des planétésimaux anhydres. Et au-delà de cette ligne des glaces, on va former des planétésimaux qui vont être riches en glace, nos chondrites carbonées. Et ensuite, certains modèles proposent, notamment les modèles les plus réputés pour expliquer aujourd'hui comment les chondrites se sont formés. Jupiter va se former très rapidement, donc dans les premiers millions d'années de la formation du système solaire, et donc va créer un gap physique qui va former deux réservoirs, un réservoir donc de chondrites non carbonées, anhydres, et un réservoir de chondrites carbonées riches en glace. Et ensuite, par des phénomènes de résonance entre Jupiter et Saturne, ces deux planètes vont migrer vers l'intérieur du système solaire. Donc ça se fait globalement entre 2 et 5 millions d'années, ça a été estimé. On va pouvoir donc introduire dans la zone interne, donc là où aujourd'hui on a la ceinture d'astéroïdes, des chondrites carbonés riches en eau, et donc mixer tout ça pour former ce qu'on a aujourd'hui, la ceinture d'astéroïdes. Et donc, les chondrites carbonés, physiquement, c'est quoi? Donc, c'est constitué de trois grands constituants, et ce sont les chondrites les plus primitifs qu'on a. Et donc, les étudier nous permet de retracer les premiers millions d'années de la formation du système solaire. Et donc, les chondrites carbonés sont composés de trois grands constituants. On a ici les inclusions réfractaires riches en calcium et en aluminium. Donc, minéralogiquement, il s'agit de mélilite, anortite, spinel, donc
C'est des minéraux qui se forment par condensation d'un gaz à haute température, par refroidissement d'un gaz à haute température. On a également les chondres, qui sont donc des sphérules silicatées, principalement constituées d'olivine, mais aussi de pyroxène. Et vous avez et donc, pardon, ces deux constituants, on est quasiment sûr qu'ils ont été formés à haute température par des processus de haute température, condensation d'un gaz ou alors fusion, cristallisation d'un liquide silicaté pour les chondres. Et enfin, on a une matrice à grains fins qui va venir cimenter l'ensemble de ces constituants. Et cette matrice à grains fins, elle est composée essentiellement de silicates amorphes, mais également, pour certains groupes de chondrites carbonés, on a la présence de phases d'altération secondaire, notamment des phyllosilicates. Et on pense que cette matrice s'est formée à basse température, donc les silicates amorphes, mais également, encore à plus basse température, les phases d'altération secondaire. Et donc là, vous avez un tableau qui représente les différents groupes de chondrites carbonées qui existent, donc CI, CM, CR, CO, CV, CK, etc. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que les trois premiers groupes, les CI, CM et CR, ils ont été affectés par des processus d'altération aqueuse à basse température, donc inférieure à largement en dessous de 400 degrés, alors que les CO, CV et CK sont plutôt des chondrites carbonées qui ont subi du métamorphisme thermique, donc qui ont chauffé. Et quand on s'intéresse donc à ces trois premiers groupes, les CI, CM et CR, qui ont subi de l'altération aqueuse, on remarque que l'essentiel des phases d'altération secondaire dans ces astéroïdes, ce sont des phyllosilicates. Entre 70 et 90% des phases secondaires sont des phyllosilicates. Mais on a également d'autres phases secondaires comme des carbonates, des phayalites, des magnétites, etc. Et on voit que l'essentiel de l'eau portée par ces astéroïdes, donc là, dans ce graphique, vous avez en axe des X le pourcentage de phyllosilicates mesuré dans ces chondrites carbonées et en ordonnée la concentration totale en eau. Et vous voyez que l'essentiel de l'eau est notamment porté par les phyllosilicates. Et comment est-ce qu'on imagine, comment physiquement on imagine l'altération à cause de ces astéroïdes? En fait, là, vous avez donc un schéma. Le premier astéroïde, ici en haut à gauche, c'est juste après l'accrétion des différents constituants que je viens juste de vous montrer, donc les chondres, les inclusions réfractaires, donc les CAI, des billes de métal, de fer-métal, la matrice et des grains de glace. Donc, et l'astéroïde va ensuite chauffer de l'intérieur grâce à de la désintégration radioactive d'aluminium 26. Donc, c'est un isotope éteint qui s'est désintégré en magnésium 26. Et donc, cette désintégration va chauffer l'astéroïde depuis l'intérieur. Et ce chauffage va venir faire fondre la glace d'eau. Et cette eau, sous forme liquide, va ensuite circuler sur le corps parent et interagir avec ses différents constituants. Donc, principalement la matrice, qui est très fragile, très facile d'altérer, parce que ce sont des silicates amorphes, mais également avec les chondres et les billes de fer-métal et les CAI. Et donc, suite à ça, on va former des minéraux secondaires, notamment les phyllosilicates. Mais il y a également d'autres modèles qui proposent que des impacts entre planétésimaux, qui a probablement eu lieu très tôt dans la formation du système solaire, ont pu également chauffer l'astéroïde, soit faire fondre la glace qui n'était pas préalablement fondue, soit éventuellement, si les températures sont suffisantes, déshydrater les minéraux, par exemple les phyllosilicates, qui ont déjà été formés par l'intégration d'hélium 26, et cette eau qui sera déshydratée, expulsée de ces minéraux, va pouvoir recirculer le corps parent et reformer une deuxième génération de minéraux secondaires. Et donc, moi, la question que je me suis posée pendant ma thèse, c'était principalement ces questions-là. Est-ce qu'on peut retracer les premiers stades de l'altération aqueuse des astéroïdes primitifs? Quelles ont été les conditions physico-chimiques de l'altération aqueuse des chondrites carbonés, donc c'est-à-dire les températures, le pH, les redox, etc. Et est-ce que les impacts ont pu faciliter la circulation d'altération aqueuse? Donc, conceptuellement, si j'ai des impacts, je vais créer des fractures, et donc ces fractures vont permettre plus facilement de faire circuler l'eau dans l'astéroïde, et donc plus facilement d'altérer les minéraux. Donc voici un peu quelques questions que je me suis posées pendant ma thèse, et pour cette présentation, je vais juste m'intéresser à répondre à cette question: quelles étaient les conditions physico-chimiques de l'altération aqueuse? Et pour ce faire, pendant ma thèse, on a décidé de suivre deux approches assez différentes. Une première approche isotopique, donc analyse isotopique sur des échantillons extraterrestres, donc sur des météorites directement, sur des phases d'altération secondaire des météorites. Et une deuxième approche assez différente, donc expérimentale, où on a en laboratoire fait des expériences de synthèse de phyllosilicates et en
en contrôlant les paramètres physico-chimiques de cette synthèse, donc par exemple la température, le pH, etc., on peut contraindre l'altération aqueuse des astéroïdes carbonés si on reproduit les mêmes phases qu'on observe dans les chondrites. Donc en première partie, je vais vous parler donc, de l'approche isotopique. Donc le principe, c'est que dans les chondrites carbonés, notamment de type CM, on a de nombreux carbonates de calcium, donc CaCO3, c'est principalement des calcites, mais on a également quelques aragonites. Et si on mesure leur composition isotopique en oxygène, donc oxygène 17, 18, oxygène 16, et également carbone 13, carbone 12, on peut remonter à leur température de formation, à leur source, la source de l'eau, la source du carbone, et comment ce fluide a évolué sur l'astéroïde. Donc là, vous avez à droite une image, un électron secondaire d'un carbonate de calcium, donc une calcite dans une chondrite de type CM, par exemple. Et donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné différentes chondrites carbonées. Donc là, vous avez une photo classique d'une chondrite carbonée. Vous avez ici également la teneur en eau, la gamme de teneur en eau que ces chondrites ont, généralement. Et en dessous, vous avez une échelle d'altération. Donc, c'est assez simple à comprendre, en fait, qui va du moins altéré au plus altéré. Donc, si une chondrite est très peu altérée, donc dispose de peu de phases d'altération secondaire, beaucoup de présence, la matrice est bien préservée, on aura plutôt un degré d'altération qui sera autour de 3,0, donc c'est quasiment pas altéré. Et plus j'altère, plus je me dirige vers 2,0. Donc on va passer de 3 à 2. Et si je suis vraiment complètement altéré, je pourrais avoir des chondrites de type CM qui seront en 1,0. Et donc, on a pris une gamme de chondrites carbonées avec différents degrés d'altération, donc de 2,6, 2,8 jusqu'à 2,0. Et dans ces chondrites carbonées, on a cherché à caractériser les carbonates qui étaient à l'intérieur. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les chondrites les moins altérées, donc avec entre 2,9 jusqu'à 2,4, on a des carbonates de calcium qui sont en fait partiellement remplacés par des phyllosilicates. Donc là, vous avez une image en électron secondaire qui montre un carbonate de calcium, donc une calcite, qui est partiellement remplacée par des phyllosilicates, ces petits fibres blancs que vous voyez dessus. Alors qu'en fait, si on s'intéresse maintenant aux chondrites carbonées les plus altérées, on observe que ces calcites de type 1 sont moins répandus, il n'y en a quasiment plus, et on a à la place des calcites qui sont beaucoup plus importantes, qui contiennent des petites inclusions de fer et de nickel, donc des petits sulfides à l'intérieur, et qui ne sont pas remplacés par de phyllosilicates. Et donc, on a bien deux séparations pétrographiques entre ces deux carbonates. Et on a décidé de mesurer la composition topique de ces carbonates pour voir si, en plus d'être séparés pétrographiquement, ils étaient également séparés de façon isotopique. Donc pour ce faire, on a utilisé la sonde ionique 1280 du CRPG donc à Nancy. Et donc le principe il est assez simple, c'est qu'on envoie la sonde ionique, on envoie un faisceau d'ions primaires, donc dans notre cas c'est des ions césium+, qui vont venir impacter l'échantillon, donc notre carbonate de calcium, et ça va produire des ions secondaires. Donc comme on a mesuré les isotopes de l'oxygène, on va produire du 17O, 18O et 16O négatif, qu'on va ensuite transporter et séparer par masse grâce à des aimants, et qu'on va collecter et mesurer leur concentration. Et on exprime les concentrations isotopiques en oxygène par la notation de delta 18O, qui est en fait le rapport 18O sur 16O de l'échantillon divisé par un standard. Donc, le standard, c'est le SMO, c'est la composition moyenne de l'eau sur Terre, c'est notre référence. Donc, moins 1 fois 1000, donc les résultats seront 1 pour 1000. Et pour le delta 17O, c'est pareil, c'est juste qu'on remplace le 18O par le 17O. Et enfin, encore une dernière notation, et après j'arrête de vous embêter avec ça, on exprime le fractionnement indépendant de la masse. Donc en fait, tous les processus sur Terre, que ce soit cristallisation, évaporation, ce sont des processus qu'on dit dépendants de la masse, donc qui vont s'aligner sur une droite de pente 0,52, mais tout processus indépendant de la masse, comme par exemple des mélanges isotopiques de réservoirs de compositions différentes qui ne sont pas sur une droite de pente 0,52, on va faire des fractionnements indépendants de la masse. Et ce fractionnement dépend de la masse, qui s'exprime par la notation grand delta 17O, qui est en fait le delta 17O moins 0,52, donc la pente fractionnement de la masse, fois le delta 18O. Vous allez voir sur le graphique qui va suivre, c'est plus clair. Et donc voici nos résultats de composition isotopique en oxygène des carbonates. Donc vous avez un graphique ici classique des trois isotopes de l'oxygène, avec en abscisse le delta 18O, en ordonnée le delta 17O. Vous avez ici en bleu pointillé la TFL, c'est la droite de fractionnement de masse, de pente 0,52. Vous avez ici en noir, en pointillé, vous avez la droite des minéraux primaires anhydres des chondrites carbonés.
Et là, je vous ai représenté le delta 17O ici en bleu. Je ne sais pas si on voit ma souris. Je ne la vois pas, bon, ce n'est pas grave. Qui en fait, si vous êtes au-dessus de la droite de la TFL, vous allez avoir un grand delta 17O qui va être positif. Si vous êtes sur la TFL, donc sur la droite de fractionnement de masse, vous aurez un grand delta 17O qui sera équivalent à 0. Et si vous êtes en dessous, vous allez avoir un grand delta 17O qui sera négatif. Voilà comment ça marche. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les calcites de type 1, donc dans les chondrites les plus primitives, les plus préservées d'altération, ces calcites sont plus enrichis en oxygène 17, sont plus appauvris en oxygène 16O, donc plus enrichis en oxygène 17 et 18O, et ils ont des valeurs en capital delta 17O proches de 0 parce qu'elles sont quasiment sur la TFL pour la plupart. Alors que les carbonates de type 2, ils sont plus enrichis en oxygène 16O, donc plus appauvris en oxygène 17 et 18O, et ils ne sont pas sur la TFL, ils sont un petit peu en dessous. Ils vont avoir des valeurs en grand capital delta 17O qui vont être négatifs. Et donc ça, c'est intéressant. Donc déjà, on a vu que pétrographiquement, ces deux types de carbonates sont séparés, sont différents, mais également en isotope de l'oxygène, on voit que ces carbonates sont également différents. Et donc, quelles informations on peut avoir grâce à ces compositions isotopiques en oxygène? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, si on s'intéresse qu'aux carbonates de type 1 pour le moment, on voit que donc, ces carbonates s'alignent le long de la droite de pente 0,52. Et donc, si on fait une régression linéaire sur ces carbonates, on a une droite de pente 0,48 avec les erreurs qui, du coup, collent avec une droite de pente 0,52. Et l'hypothèse qui se cache derrière ça, c'est que si je forme un fluide, si je forme un carbonate à partir d'un fluide qui a une composition isotopique, je vais créer donc ce carbonate sur une droite de pente 0,52. Et l'écart entre ce carbonate et cette eau sera uniquement dépendant de la température. Et donc l'idée, c'est que si tous ces carbonates s'alignent sur une droite de pente 0,52, c'est peut-être parce qu'ils sont tous formés d'un même fluide et que la variabilité de ces carbonates sur cette pente de droite 0,52 est tout simplement expliquée par une variation de température. Et donc sur ce graphique ici à droite, vous avez ce qu'on appelle le fractionnement, le millélène de alpha, qui est le fractionnement isotopique entre l'eau et le carbonate, qui en fait dépend de la température. Plus la température sera basse, plus ce fractionnement sera grand, donc plus l'écart entre l'eau et le carbonate sera grand, donc plus je vais augmenter la composition isotopique en oxygène de mon carbonate par rapport à mon eau, et plus la température va être basse, plus l'écart va être petit, et donc plus mon carbonate sera proche de ma composition isotopique en eau. Et donc grâce à ça, on peut essayer de calculer les températures de formation de ces différents carbonates. Et donc c'est ce qu'on a fait, sauf que le problème dans les chondrites, dans les météorites, généralement, c'est que l'eau n'est plus présente aujourd'hui, elle existe seulement sous forme de phyllosilicate. Et donc, on ne peut pas avoir accès directement à la composition de l'eau. Parce que pour pouvoir faire ce calcul, il nous faut la composition de l'eau et du carbonate. Le carbonate, on la mesure à la sonde ionique, mais l'eau, on ne l'a pas. Donc, pour ce faire, on a créé un modèle, mais on va faire quelques hypothèses, notamment il a été mesuré en 2007, la composition isotopique en bulk du fluide dans les chondrites carbonés par la méthode qu'on appelle les Klump isotopes. C'est en fait tout simplement, on va mesurer la composition isotopique en carbone et en oxygène du CO2 de masse 47 en faisant réagir un acide qui va dégazer du CO2. Et en faisant ça, on peut en déduire les compositions isotopiques de ce CO2, des différents isotopologues du CO2. Et on a ainsi la composition en oxygène et en carbone, donc le carbone du CO2 et l'oxygène du CO2 qu'on suppose qui provient du carbonate et donc qui s'est formé à partir de l'eau. Et donc en faisant ça, en combinant ces valeurs prises de la littérature plus nos carbonates, on peut calculer la composition isotopique, la température de formation de ces carbonates. Et donc là, sur ce graphique, j'ai juste représenté, donc c'est le même graphique que précédemment, j'ai juste représenté en plus ces valeurs d'eau qui ont été mesurées dans la littérature. Donc vous avez 4 points ici, ces 4 carrés bleus. Et donc, le modèle qu'on a proposé pour expliquer la formation de ces carbonates, c'est qu'on va assumer une gamme de valeurs de composition de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a 4 valeurs d'eau qui s'alignent sur cette droite de pente 0,52. Donc ça, c'est plutôt bien pour notre modèle parce que nos carbonates s'alignent sur cette droite aussi. Et donc, on va considérer seulement les 2 points extrêmes qu'on va appeler Wmin, Wmax pour Watermin, Watermax. Et cette eau, elle est aussi supposée, on pense qu'elle s'est équilibrée isotopiquement avec les silicates anhydres, donc la matrice, notamment des chondrites carbonés. Et donc, cette valeur de matrice, elle est représentée par cette petite étoile blanche en bas dans ce graphique. Donc, l'expected bull anhydrous, c'est la valeur qu'on pense moyenne des minéraux anhydres des chondrites carbonés.
Et donc, on pense que ces deux eaux, cette eau minimum-maximum, se sont équilibrées avec ces silicates anhydres, et on va créer un champ de composition, donc ce triangle bleu, un champ de composition du fluide possible. Et à partir de ce champ de composition, on va calculer pour chaque point la température, donc le fractionnement entre le carbonate et les deux droites, les deux pentes extrêmes de ce champ de stabilité, de ce champ de composition, et on va calculer les températures minimum, maximum pour chaque carbonate. Donc là, sur le graphique, vous voyez que j'ai représenté un point vert, qui est en fait un point théorique, un carbonate, et la flèche correspond au facteur de fractionnement alpha, qui va être plus ou moins grand selon où se trouve le carbonate et où il va intercepter le champ de composition du fluide. Et on va pouvoir calculer différentes températures. Donc, je vous rappelle, plus la flèche est grande, plus la température est froide, et plus la flèche est petite, plus la température est chaude, classiquement. Et en faisant ça, pour tous les carbonates type 1, on obtient des températures entre 10 à 30 degrés, plus ou moins à 20 degrés, qui va dépendre de la variabilité des valeurs. Donc, plutôt des valeurs très froides pour les carbonates de type 1. Ensuite, on a fait la même chose pour les carbonates de type 2, qui sont du coup plus enrichis en oxygène 16, donc plus proches du champ de composition du fluide. Et comme ils ont des valeurs, des capitales delta 17O négatifs, ils sont un petit peu en dessous de la droite de 0,52, ils vont s'équilibrer avec un fluide qui va être également plus, pas sur la droite de 0,52, mais plus proche du bulk anhydre, donc qui va être plus équilibré avec les silicates anhydres. Et donc, en calculant la température moyenne de formation de ces carbonates de type 2, on obtient des valeurs plus chaudes, entre 110 à 150 degrés, à plus ou moins 40 degrés près, à 20-40 degrés près. Et enfin, ce qu'on a également fait, c'est qu'on a poussé le modèle un peu plus loin. On a pris des valeurs moyennes. Donc, il existe quelques valeurs en bulk de composition isotopique en oxygène de serpentine qui ont été mesurées dans les conduits type CM. Et donc, on a repris ces valeurs, on a appliqué notre modèle, et en utilisant d'autres fractionnements, donc eau serpentine, cette fois pas eau carbonate, on calcule des températures autour de 30 à 90 degrés, toujours avec ce modèle. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a ces différentes températures, on peut mélanger, on peut combiner la pétrographie et les températures avec notamment des séquences de précipitations. En fait, on s'aperçoit que ces carbonates de type 1, qui sont entourés de phyllosilicates, ça veut dire qu'ils ont été formés avant les phyllosilicates, avant les serpentines, et qu'ensuite, les serpentines ont précipité et ont commencé à remplacer ces carbonates de type 2, ces carbonates de type 1, pardon. Donc, on va avoir une séquence de précipitation carbonate de type 1, serpentine, et les carbonates de type 2 n'ont pas de serpentine, n'ont pas été transformés par ces phyllosilicates ou ces serpentines. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils sont formés après les serpentines. Donc, on aurait une séquence de précipitation carbonate de type 1, serpentine, carbonate de type 2. Et donc, si on combine ça avec la température, on s'aperçoit que les températures augmentent avec la séquence de précipitation. Et donc, ça montre qu'on a une évolution thermique de l'altération, qu'on va chauffer au fur et à mesure de notre astéroïde. Et donc, on va former différentes phases minéralogiques, donc nos carbonates de type 1, nos serpentines, nos carbonates de type 2, avec une température croissante. Et là, sur ce graphique, vous avez donc les différentes températures avec les séquences de précipitation. Et à gauche, ces températures calculées minimum et à droite, maximum. Et on voit que pour les deux, les températures augmentent. Donc, je reviens à mes questions clés qu'on s'est posées pendant la thèse. Quelles ont été les conditions physico-chimiques de l'altération? Grâce à l'analyse isotopique in situ en oxygène des carbonates, on s'est aperçu que l'altération est plutôt basse température, donc en dessous de 250 degrés, vraisemblablement, et que les phases d'altération secondaire, donc nos carbonates et nos serpentines, enregistrent une évolution prograde de la température avec des carbonates type 1 qui sont tôt et froid, et ensuite je vais chauffer l'astéroïde, je vais augmenter la température, je forme mes serpentines, et ensuite je reforme des carbonates de type 2. Alors, donc la deuxième partie, c'est sur les expériences qu'on a effectuées en laboratoire, expériences hydrothermales. Donc, l'idée derrière ça, elle est assez simple, c'est que donc, dans les conduits de type CM, on a beaucoup de phyllosilicates, différents types de phyllosilicates, dont on connaît très mal les champs de stabilité parce que ce sont des minéraux qui sont très rares sur Terre. Il faut des conditions très particulières pour les former. Et donc, l'idée, c'est que si on arrive en laboratoire à les reformer en contrôlant les différents paramètres physico-chimiques, donc ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est la température, notamment le redox, le pH et le rapport aux roches également. On peut peut-être estimer que ces conditions-là peuvent s'appliquer aux astéroïdes, si ces conditions sont très restrictives. Donc, juste pour introduire le matériel d'altération. Donc là, vous avez une image, un étrange secondaire de la chondrite qu'on a à l'heure actuelle la plus primitive, donc la plus préservée de l'altération aqueuse, c'est la météorite Paris, la CM Paris. Et dans cette météorite Paris, on a, ce qui est intéressant, des zones hétérogènes d'altération. On a des zones
qu'on appelle des metal rich areas, donc des zones qui sont très préservées de l'altération aqueuse, avec beaucoup de billes de fer métal qui sont également très susceptibles d'être altérées. On a dans cette matrice des silicates amorphes. Ici, vous avez une image en mètre de ces silicates amorphes qui sont plutôt bien préservés. Donc ça, en fait, ça représente le matériel primaire de la matrice qui n'est pas altéré. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de porosité et que ces silicates amorphes sont bien présents. Et également, ces silicates amorphes, ce qui est intéressant, c'est ils ont la même signature chimique et les mêmes formes, les mêmes caractéristiques que des poussières interplanétaires qu'on peut récupérer, qu'on peut observer dans l'espace, dont on pense qu'ils sont également, qui représentent le matériel primaire de la formation des conneries de carbone. Et si on s'intéresse maintenant aux zones altérées, donc plus altérées, vous voyez que sur cette image en électron secondaire, donc cette grande image MEB, on voit quasiment plus de billes de métal parce qu'elles ont été altérées par des phyllosilicates. On voit que cette matrice, elle est différente. On n'a plus de porosité, on a moins de porosité, mais on a à la place des phyllosilicates, une espèce de face fibreuse qui part un peu dans tous les sens. Et donc ça montre bien que selon où est-ce qu'on regarde, si on regarde dans cette zone qu'on appelle la metal rich area, la zone pristine, on peut avoir accès au matériel primaire qui n'a pas été altéré avant l'altération. Et si on regarde des météorites qui sont plus altérés, on perd cette signature, on n'observe que le résultat de cette réaction chimique entre l'eau et ces silicates amorphes. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que pour nos manips, pour nos expériences en laboratoire, on va devoir préparer un matériel primaire qui va devoir coller avec le matériel primaire préservé, donc non altéré des contenus carbonés. Et donc, on a fabriqué un verre qui va avoir une composition chimique proche de celle des GEMS-like, de ces fameux GEMS-like, pour nos expériences. Et donc, je vais encore juste vous parler de ces phyllosilicates. Donc, ces phyllosilicates que j'ai tenté de reproduire en laboratoire, il y en a différents types dans les conneries de type CM, selon leur degré d'altération. Principalement dans les météorites les moins altérés, comme Paris, par exemple, ce sont plutôt des serpentines qui vont être riches en fer, notamment le minéral le plus caractéristique, c'est la cronchtétite. Donc, un silicate, une serpentine ferrifère, donc fer 2, fer 3, silicium et des groupements OH. Mais dans les météorites les plus altérées, on va avoir des serpentines un peu plus magnésiennes, un mélange de serpentines ferrifères et magnésiennes. Et enfin, ce qui est très, très caractéristique des groupes de type CM, c'est cette intercroissance tauchinite-cronchtétite, qu'on synthétise parce que c'est très long, TCI. Et tauchinite, en fait, c'est tout simplement un hydroxysulfide. En fait, c'est un sulfure de fer hydroxylé, donc fer, soufre, avec un peu de magnésium éventuellement et des groupements OH. Et qu'on retrouve ici sur ces deux images MET. Vous avez en haut la cronchtétite, donc ce qu'ils appellent des platiers cronchtétites. Ce sont des cristaux de forme plate, de forme rectangulaire de cronchtétite. Et en dessous, vous avez ici une intercroissance de tauchinite-cronchtétite. Donc, c'est à l'échelle vraiment nanométrique, on a ces successions de plans tauchinite-cronchtétite. Et donc, le problème, c'est que ces deux phases-là, on les retrouve très peu sur Terre. Il n'y a quasiment pas d'expériences en laboratoire dans la littérature qui ont été faites pour savoir comment elles se forment, sous quelles conditions. Et donc, on n'a non plus pas de données thermodynamiques, ou alors très peu, plus sur la cronchtétite, mais quasiment pas du tout sur la tauchinite, pour faire des simulations thermodynamiques, notamment avec le logiciel Frixé, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, c'est compliqué et on a besoin de faire des expériences en contrôlant les paramètres pour savoir sous quelles conditions se forment ces minéraux. Puisque sur Terre, on a du mal à les retrouver, donc on ne peut pas contraindre leur formation avec des données thermodynamiques. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de lancer des expériences en laboratoire grâce à des autoclaves en téflon ici. Donc, vous avez un petit schéma sous deux environnements. Donc, le premier, ça va être un environnement neutre. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau à pH neutre. On ne va pas mettre de soufre dedans. On va mettre dans cette eau, donc on va mettre 10 ml d'eau millicube. Donc, dans cette eau, on va placer 1 gramme de matériel de départ. Et ce matériel de départ va être différent. Ça va être soit que du verre de composition chimique très similaire à ce qu'on obtient dans les congrès de type CM, donc ce fameux GEMS-like, soit 50% de ce verre et 50% d'olivine qui vont représenter en fait les condres. Et donc ça va changer des rapports fer sur silicium parce que dans le verre, dans ce GEMS-like, on va avoir un peu de fer et dans les olivines, vraiment très peu. Donc on va avoir des rapports fer sur silicium assez bas. Et dans la troisième manip, on va mettre un tiers, un tiers, un tiers, et on va rajouter un tiers de fer métal, comme je vous ai montré ici. On a beaucoup de billes de fer métal un peu partout, qui vont être très vite altérées. Donc l'intérêt, c'est de mettre ce fer métal aussi et de voir comment il va réagir avec notre eau.
Et donc ça va augmenter le rapport fer sur silicium de notre matière de départ. Et donc tout ça à 80 degrés en milieu anoxique. Donc on a fait monter nos assemblages dans des grandes boîtes à argon sous gants, donc, où il n'y a pas d'oxygène. Et pendant 1 à 2 mois, donc des manips courtes qu'on puisse ensuite assez vite les caractériser. Voilà. Et donc je vais vous présenter maintenant les résultats de ces expériences sans soufre. Donc, dans l'expérience où on a un tiers de chaque constituant, donc avec un fort rapport fer sur silicium, on a réussi à former ces cristaux de Cronstedtite, donc qui ne seront pas sous forme platie, mais sous forme pyramidale. Donc ici, vous avez deux images mètres avec des vues différentes de cristaux pyramidaux de Cronstedtite avec leur cliché de diffraction associé. Et en mesurant la composition chimique, on peut remonter à la formule empirique de cette Cronstedtite. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les clichés de diffraction sont plutôt bien cohérents avec les clichés de diffraction qu'on a obtenus dans les Cronstedtites dans les météorites. Donc ça montre que la composition chimique et les clichés de diffraction sont cohérents avec la Cronstedtite que j'ai appelée météoritique. Et donc, du coup, il semble qu'avec ces conditions-là, donc 80 degrés, ce rapport aux roches de 1 pour 10, ces différents matériaux de départ, on arrive à former de la Cronstedtite qui a les mêmes caractéristiques que celles des météorites. Ensuite, dans les manips qu'on a fait, où cette fois, on a gardé quasiment tous les mêmes paramètres, donc même température, même temps, même rapport aux roches, même matériaux de départ, on a ajouté dans l'eau, dans le fluide, du soufre sous forme Na2S, pour essayer de former la tautchinite qui, je vais revenir en arrière, qui, je vous rappelle, contient donc du fer et du soufre. Donc pour pouvoir la former, il nous faut du soufre dans le fluide. Et donc ça a pour effet d'augmenter le pH. Donc on a une même set d'expérience avec du soufre en solution et un pH plus élevé. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que toujours dans le set qui contient un tiers de chaque constituant, donc notamment où il y a du fer métal, c'est ça qui est important, c'est qu'autour de ces bits de fer métal, on va former des cristaux aciculaires assez longs, qui ont plusieurs centaines de nanomètres, donc quand on prend le cliché de diffraction associé, c'est qu'en fait, son col est caractéristique avec le cliché de diffraction de la tautchinite ferrifère. Donc, on a réussi, grâce à des mesures chimiques, de remonter la composition, à la formule empirique de cette tautchinite. Et donc, on obtient une tautchinite qui est ferrifère, alors que dans la météorite, on a plutôt une tautchinite qui est un peu plus riche en magnésium. Et donc, ça montre que ces expériences avec du fer métal, en milieu avec du soufre dans la solution, on peut reproduire la tautchinite, qui est un minéral caractéristique des conduits de carbone de type C. Donc maintenant, la question, c'est quelles informations on peut en tirer avec ces expériences, maintenant qu'on a réussi à former ces phyllosilicates, ces phases d'altération secondaire caractéristiques des courants de type CM. Et bien pour la Cronstedtite, il y a des données thermodynamiques qui existent dans la littérature, quelques données, et donc on peut reproduire les champs de stabilité de la Cronstedtite avec ces données thermodynamiques. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces champs de stabilité, il est très dépendant de la température. Et donc, plus je vais chauffer, plus ce champ de stabilité va être petit, va être réduit. Donc là, vous voyez que, par exemple, sur ce champ de stabilité où en X, on a en fait la concentration en silicium en solution à l'équilibre avec ces différents minéraux, et en ordonnée, vous avez la fugacité d'oxygène du milieu. On s'aperçoit que plus la température est élevée, plus le champ de stabilité est petit. Et à 80 degrés, ce qui est la température de nos expériences, on voit que le champ de stabilité est plutôt grand, et qu'on peut produire de la Cronstedtite selon la quantité de silicium qu'il va y avoir en solution. Et donc, qu'est-ce que va apporter nos manips? C'est qu'en fait, nous, on peut mesurer la concentration de silicium qu'on a en solution, qui est à l'équilibre avec la Cronstedtite qu'on a formée. Et grâce à cette concentration en solution, on peut en déduire, par exemple, des fugacités en oxygène de nos expériences. Et donc, des fugacités d'oxygène à différentes températures. Et dans notre cas, à 80 degrés, les fugacités d'oxygène pour former la Cronstedtite sont autour de log de FO2 entre moins 65 à moins 60 à peu près. Donc, on peut en déduire des fugacités d'oxygène. Ce qu'on peut également faire, c'est que si on combine, comme pour les carbonates, la pétrographie avec la composition chimique de ces phyllosilicates et ces fugacités d'oxygène, et également la température de formation, on peut en déduire également une évolution de l'altération aqueuse au cours du temps. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait une carto élément par élément, donc ici à gauche, vous avez soufre et silicium d'intercroissance tautchinite-Cronstedtite, c'est ce que vous avez ici à gauche. On voit que la tautchinite est plutôt en bordure du minéral, alors que la Cronstedtite est plutôt au centre.
Et donc ça montre que pour former ces minéraux, donc on va avoir un système de replacement pseudomorphique. En fait, le fluide va commencer à altérer le minéraux primaire anide qui ici, dans ce cas-là, c'est un pyroxène, va remplacer ce pyroxène par de la tauchinite en premier, et ensuite va se diriger vers le centre et va former au fur et à mesure de la cranchétite. Donc ça montre que le fluide va évoluer au cours de l'altération. On va plutôt avoir un fluide au début qui va être riche en soufre, qui va former la tauchinite à des logs de FO2 qui sont encore mal contraints parce qu'on n'a pas de thermodynamique sur la tauchinite, mais plutôt très réductrice. Il semblerait plus réductrice que la cranchétite. Et ensuite, on va chauffer on va continuer à chauffer et on va former la tauchinite et la cranchétite ensemble. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que des expériences ont montré que la cranchétite n'est pas stable expérimentalement au-dessus de 100 degrés. Donc 100 degrés sera à peu près la limite maximum pour former la cranchétite. Et donc, la tauchinite a été formée expérimentalement pour les rares expériences qui existent à un peu plus de 100 degrés. Donc on pourrait avoir cette diminution de température, on forme la tauchinite à plus haute température, et ensuite on diminue la température, on forme la cranchétite à moins de 100 degrés. Et comme moi, j'ai réussi à former la tauchinite à 80 degrés, donc on peut se douter qu'au minimum, la température pour former la tauchinite est de 80 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans ce graphique coexistence de la tauchinite et la cranchétite entre 80 et 90 degrés, parce qu'au-delà de 100 ou 90 degrés, on ne forme pas de cranchétite, et à 80 degrés, on forme de la tauchinite. Donc c'est plutôt, il semblerait. Après, il faudrait que je lance d'autres expériences pour voir si en dessous de 80 degrés, je peux former la tauchinite. C'est peut-être possible. Mais pour l'instant, avec mes résultats, je peux seulement dire que la température minimum de formation de tauchinite est de 80 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai 80-90 degrés. Et ensuite, j'ai mis encore la température parce que la cranchétite peut également se former jusqu'à 50 degrés. Et donc, du coup, je diminue ma température et également j'augmente ma fréquence d'oxygène et mon fluide change de composition. Ça passe d'un fluide riche en soufre à un fluide plutôt riche en soufre et en silicium pour former la cranchétite. Et enfin, je consomme mon soufre et je garde mon silicium et également mon fer et je forme ma cranchétite avec une évolution dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu les informations qu'on peut en déduire. Donc si j'en arrive à ma diapo de conclusion, donc quelles sont les conditions physico-chimiques de l'altération à cause des composés carbonés? Donc dans la première partie, j'ai montré que l'analyse isotopique en oxygène des carbonates nous permet de contraindre les températures et que l'altération plutôt basse température, moins de 250 degrés, qu'on a une évolution prograde de la température. Plus on chauffe, plus on va former différentes phases minéralogiques. Et que également, avec des expériences en laboratoire, on peut contraindre l'efficacité d'oxygène, notamment de la cranchétite. On voit que l'efficacité est plutôt un milieu qui est très réducteur. On a besoin de vraiment peu d'oxygène dans le milieu. Donc c'est pour ça que les manipulateurs en conditions anoxiques pour former ces minéraux. Si on met trop d'oxygène, on va plutôt former de la magnétite, de l'hématite à la place de la cranchétite. Et ensuite, l'évolution du fluide va changer au cours de l'altération. On va potentiellement démarrer avec un fluide qui va être très riche en soufre. On va former des phases soufrées comme la tauchinite. Et ensuite, ce soufre va être consommé. On va dissoudre les silicates amorphes, donc très riches en silicium. On va libérer ce silicium en solution. On va précipiter avec le fer, plutôt des serpentines ensuite ferrifères, silicium-fer. Et enfin, je ne vous ai pas montré, mais les serpentines qui sont plutôt riches en fer et en magnésium, en fait, elles se retrouvent dans les métaux les plus altérés parce que plus l'altération va continuer, va se produire, plus on va altérer des minéraux anhydres ferromagnésiens. Et donc, on va libérer ce magnésium en solution et donc on va produire des serpentines riches en fer et en magnésium. On arrive avec les compositions chimiques de ces phases d'altération secondaires à suivre l'évolution chimique de l'altération avec une évolution soufre vers une évolution vers un pôle silicium-fer. Voilà, et je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec ces phrases de conclusion et je vais prendre des questions s'il y a des questions.